ça s'appelle. Salut Juliette. Vous êtes en train de pêcher? Bah ouais. Mais vous pêchez quoi? Il y a des poissons ici? Il y a quelqu'un d'autre. Bah je sais pas, il peut y avoir des macroinvertébrés. Bon c'est vrai que ça se pêche pas trop mais... C'est quoi ça? Les macroinvertébrés en fait c'est des insectes qui font une partie de leur stade de vie au stade aquatique, au stade larvaire. Et puis après quand ils sont adultes, ils deviennent aériens. Et puis après ils refont une partie au stade larvaire, etc. Ouais, tu vas nous expliquer tout ça toi. Allez c'est parti. Salut à tous, on est en Haute-Chaiserie, dans les Portes du Soleil, pour l'épisode 4 de Perspective, la série. On a l'honneur d'avoir avec nous Juliette Becquet. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Becquet, je suis monitrice de ski au Prat-de-Vie, pas très loin d'ici, depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis je suis aussi hydroécologue, aujourd'hui en indépendante, et je m'intéresse plus particulièrement aux rivières de montagne et à l'impact du changement climatique et des prélèvements d'eau sur la biodiversité aquatique. Trop bien, je pense qu'on a plein de questions à te poser. Avec plaisir. Déjà, il fait beau. Il fait 20 degrés aujourd'hui. Plus de ça, il pourrait plus. Profites-en Coco, c'est les seuls shoots que tu verras devant. Hier là, aujourd'hui, je devais aller au Mont Grange au début faire le tour de Cartuer. Comme tu as pu voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de neige et il fait chaud. Donc il y a beaucoup de vent en altitude, vent chaud. Donc derrière ça devrait décailler même en nord, donc on va se faire plaisir. Il y en a qu'un qui a une association de bons vivants. On est au paradis là. Ouais, en vrai? Moi, j'ai pas envie de retourner à Paris quand je suis là. Et là, du coup, on est au bord de la rivière qui découle des Brochots, sur le secteur des Lins d'Arrêt, dans les Ports du Soleil. Et quel type de rivière on retrouve en montagne? Alors moi je suis pas spécialiste de cette rivière en particulier, je la connais pas, je la connaissais pas jusqu'avant de vous regarder pêcher. Mais en fait il peut y avoir plusieurs types de rivières dans un bassin versant de montagne, dans un territoire de montagne. Il va y avoir les rivières issues de la fonte des glaciers, donc la fonte des glaciers même naturelle, je veux dire. Donc c'est des rivières qui vont être essentiellement alimentées en eau de fonte glaciaire, donc elles vont avoir un débit, donc on parle de régime hydrologique, c'est-à-dire comment le débit évolue en fonction du temps. Donc celles-ci elles vont avoir un régime hydrologique de type glaciaire avec des forts débits, surtout en été, en juillet et août, quand ça fond un max le glacier, quoi. Ça, c'est les rivières plutôt glaciaires. Après, il va y avoir les rivières pluviomnivales, donc je pense que ça doit être ce type de rivière-là, typiquement. Ça, c'est des rivières qui vont être alimentées
à la fois par les précipitations pluviales, voilà, principalement en automne, mais bon, un peu toute l'année, et puis aussi par la fonte de la neige. Et donc c'est des rivières dans lesquelles il va y avoir des forts débits plutôt au printemps quand la neige fond, typiquement là en ce moment, et puis après plutôt en automne avec les précipitations automnales. Voilà, et puis après, normalement, en théorie, ce type de rivière, ils ont plutôt des débits d'étiage. On parle des débits d'étiage, c'est-à-dire des bas débits, où des fois il y a presque plus d'eau, ou un tout petit peu, en hiver, parce qu'il fait froid et qu'il ne pleut pas, et que ça peut geler un petit peu, et que la neige n'est pas encore froide. Et puis après, on va avoir aussi tout ce qui est source directement qui sort de sous terre, les sources souterraines. En général, ça va être des petits apports qui vont être beaucoup plus stables du coup dans le temps. Il va moins y avoir de contraste saisonnier, ou alors ça va être vraiment source dépendante. Voilà en gros les différents. Alors évidemment, c'est jamais 100% l'un, 100% l'autre ou 100% le troisième. C'est toujours beaucoup plus compliqué parce que c'est toujours un petit peu d'apport de chaque. Mais on peut faire des pourcentages, c'est 70% glaciaire, 30% pluvio-nival, voilà. Tout à l'heure, j'ai pas beaucoup pêché, mais est-ce que tu sais du coup quel organisme on retrouve dans ces rivières? Ouais, alors en fait, en vrai, je sais pas du tout s'il y a des poissons ou pas dans cette rivière. Peut-être qu'il y en a. Peut-être que c'est alviné, on dit, ça veut dire que c'est les pêcheurs qui viennent pour mettre des bébés poissons. En général, c'est de la truite, éventuellement du chabot, mais franchement, à cette altitude, ça m'étonnerait, je sais pas, je suis pas sûre. Mais à part les poissons, en fait, il va y avoir toute une chaîne alimentaire qui va se suivre. On part déjà de tout ce qui est flore, donc les microalgues, les diatomées, les algues, et puis même sur les berges, il y a des mousses, il y a des espèces, alors là il n'y en a pas trop, mais des fois il y a des arbres aussi qui poussent sur le bord de la rivière. Et puis après dans l'eau, il va y avoir donc les macro-invertébrés. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est des insectes qui vont faire une partie de leur vie au stade larvaire aquatique, donc dans l'eau, et puis une partie de leur vie au stade adulte dans l'air. Donc typiquement, on peut imaginer des mouches qui se reproduisent dans l'eau. Après, il y en a une qui file sur le bord d'une rivière, là, elle va pondre sous un caillou. Et puis après, l'œuf va éclore et il va y avoir toute une partie du stade qui va être au stade larvaire, aquatique. Donc ensuite, elle va grossir. Au début, c'est tout petit, puis plus ça va, plus elle grossit. Elle va aller dans des habitats plus ou moins différents en fonction de ses besoins écologiques. Il y en a qui vont préférer là où c'est lent, où c'est rapide. Il y en a qui vont avoir besoin de chaleur. Il y en a au contraire qui vont détester les eaux chaudes. Et donc une fois qu'elles seront assez matures, qu'elles sont assez dodules, elles sont prêtes à déployer leurs ailes de nouveau. Donc elles vont se remettre sur le bord d'une rivière, là où c'est un peu plus lent. Et puis elles vont déployer leurs ailes et c'est reparti pour un tour. Aussi, ce qui est pas mal avec les macro-invertébrés, c'est qu'ils sont beaucoup utilisés pour ce qu'on appelle la bioindication. C'est-à-dire que quand tu caractérises une communauté, donc tu dis là j'ai une communauté, donc c'est un ensemble de populations d'espèces qu'il y a dans un cours d'eau. En fonction de comment elle est composée, cette communauté, on peut donner une note. Typiquement pour un IBGN, donc c'est un indice biologique global normalisé, qui nous permet de dire à peu près si le cours d'eau est de bonne qualité ou pas. Et comment du coup on peut préserver ces rivières de montagne? Quelles solutions tu as à nous apporter pour qu'on les préserve au mieux? Pour tout ce qui est par rapport en tout cas aux ouvrages qui visent à prélever de l'eau en montagne, alors c'est pas nous vraiment là à titre personnel, mais en tout cas pour tout ce qui est aménageurs et stations de ski, etc. Toutes les personnes qui vont être amenées à prendre de l'eau en montagne. En fait, le principal outil qui est mis en place aujourd'hui en France, c'est l'estimation du débit minimum biologique, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc on est obligé de laisser à l'aval d'un prélèvement d'eau une certaine quantité d'eau. Le truc, c'est que pour le calculer, on sait très bien faire avec les poissons. Avec les macro-invertébrés, c'est tout nouveau parce que c'est ce que j'ai développé pendant ma thèse. Donc il va y avoir l'outil législatif qui est la mise en place du débit minimum biologique. Donc l'aménageur va être dans l'obligation de calculer un débit minimum à laisser dans son prélèvement. Ça, c'est des outils plutôt législatifs, mais après, tout ce qui est par rapport au prélèvement d'eau, mais après, pour tout ce qui est par rapport au changement climatique, et là, du coup, forcément, on dézoome un peu parce qu'à notre échelle, localement, c'est difficile de penser à un changement climatique et global. Mais en fait, j'invite vraiment les gens à se renseigner sur le changement climatique et en particulier à aller lire la mine d'or que c'est que les rapports du GIEC. Quand on parle du GIEC, on n'est pas en train de parler de 30 scientifiques là, qui font des modélisations dans leur coin. En fait. Le GIEC, c'est un truc de malade.
c'est vraiment un truc de malade. C'est-à-dire que c'est des centaines d'auteurs et co-auteurs qui rédigent, c'est des milliers de relecteurs et qui commentent et qui relisent. Et puis c'est surtout des centaines de milliers de scientifiques qui à la base produisent les études qui sont ensuite utilisées pour produire les rapports du GIEC. Après, il ne faut pas oublier que ce qui est le plus écologique, c'est surtout ce qu'on ne produit pas à la base. Et en fait, prenons soin de nos affaires et faisons durer les choses le plus longtemps possible. Et des fois, c'est un peu chiant parce que c'est pas trop à la mode. Mais j'aimerais bien qu'on remette ça au goût du jour, de dire bah ouais, bah putain, mon gars, ça fait 5 ans que j'ai ma veste. Genre, t'as vu, elle est encore étanche. Ce serait trop cool en fait. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut remettre aujourd'hui au goût du jour. Je pense que. Avoir une société de consommation. Voilà, exactement en fait. Et avoir moins besoin de racheter, moins besoin peut-être de se déplacer ou optimiser nos déplacements, un maximum de choses en même temps quand on se déplace. Voilà, c'est tout ça quoi. Merci beaucoup Juliette de nous avoir partagé tes connaissances. C'était vraiment cool de t'emmener des ports du soleil. En plus il faisait grand beau. Ouais, non bah merci à vous, c'était trop cool. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et allez Coco, il est l'heure d'aller manger. C'est tous les grands, ils se pêchent au milieu de la flotte. Mange de croûte. Je te le laisse lui. Ouais, tu laisses quoi.